Le gamma logarithmique. Aujourd'hui, c'est une vidéo que vous m'avez demandé sur l'exposition du log. Comment est-ce qu'on expose le logarithmique? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Qui? Quoi? Quand? Où? On voit ça en théorie, en pratique. Vous allez adorer, restez avec moi jusqu'au bout parce qu'on va voir les outils indispensables pour pouvoir bien exposer son log, à savoir les waveforms, que ce soit un RGB ou pas, à savoir l'histogramme, l'échelle, les zébras, etc. On commence avec la théorie des amis. Qu'est-ce que le log? Avant tout, c'est un gamma. Un gamma, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi facteur de contraste. Hein. Ça caractérise la partie rectiligne de la courbe de Hörter-Driefield, ou ce qu'on appelle aussi sensitogramme, qui trace la densité, la densité D, le logarithme de l'opacité, disons, de l'image d'un film, suivant le logarithme de la lumination H reçue par lui. De quoi? Un gamma, c'est la fluidité à laquelle le contraste passe du noir au blanc. À pas confondre avec le gamut, qui représente les couleurs, la chrominance. On est aussi ici sur la luminance, c'est-à-dire la fluidité du contraste entre le noir et le blanc. Le log, la diminution de ce qu'on appelle logarithmique, donc le gamma logarithmique qui est le gamma aujourd'hui qui est le plus utilisé en production et en post-production. L'étape d'après c'est le RAW, mais aujourd'hui on voit ça avec des hybrides parce qu'on va un peu voir l'exemple du XT4 aujourd'hui. Comme j'ai fini de faire des pubs avec l'XT4 et que j'ai déjà acheté ma nouvelle caméra, d'ailleurs si vous devinez laquelle c'est, je vous offre un voyage aux Seychelles. Non, c'est pas vrai. Elle arrive dans 2 semaines là, oulala. Si on revient sur la définition du log, pardon je suis un petit peu paumé, je pars un peu dans tous les sens, c'est un gamma qui va permettre d'utiliser le plus de latitude possible dans la dynamique du capteur. Ça, cette définition, faut la par cœur. Qu'est-ce que la dynamique du capteur? Et là, ça devient très intéressant. Beaucoup le savent, évidemment. C'est un des éléments essentiels qu'on regarde pour acheter une caméra, puisque la dynamique du capteur se caractérise par ce petit schéma où vous allez avoir la fluidité du contraste entre le noir et le blanc, comme vous pouvez voir, qui va définir le taux d'information que peut encaisser votre caméra dans les hautes lumières et dans les basses lumières sur une même scène. C'est la capacité à encaisser les forts écarts de lumière et de retenir l'information dedans. Prenons un exemple avec ce Fuji X-T4. C'est un appareil qui est assez étonnant puisque si vous l'utilisez sur un profil standard en Rec 709, vous allez utiliser 5 stops de la dynamique du capteur, ce qui est très peu. Vous allez très vite être limité entre les informations des hautes et des basses lumières, où ça sera complètement cramé et ça sera complètement sombre, bouché dans les basses lumières. Si vous utilisez le gamma logarithmique de ce Fuji X-T4, vous montez, alors à condition que ce soit en 10 bits, vous montez, mais vous tournez en 4.2.0 10 bits en interne avec cette caméra, vous montez du coup à 14 stops de la dynamique du capteur, ce qui est pas mal, ce qui est plus qu'une Blackmagic par exemple, à 13 stops de mémoire, puisque c'est toute l'importance et l'utilisation de ce gamma logarithmique. Et la dynamique, c'est ce qui vous permet d'avoir des informations dans votre image. C'est essentiel. Et toute la définition du gamma. Le gamma, c'est représenté par une courbe mathématique. Alors, on va pas faire des maths aujourd'hui, je vous rassure. Ça va être représenté par une courbe mathématique avec, sur l'axe des abscisses, eh bien, vous avez la lumière, c'est-à-dire le signal émis, c'est-à-dire la lumière qui est perçue, qui est reçue, et sur l'axe des ordonnées, vous allez avoir le capteur, la réception par le capteur. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y a 3 outils nécessaires qui vont nous permettre de bien exposer son log, et on voit ça tout de suite. Allez, on passe à la pratique. Imaginons qu'on ait envie de créer une pub pour DJI. Imaginons qu'on ait envie de bosser avec eux s'ils tombent sur cette chaîne. Non, sérieusement. On va voir un petit peu comment on éclaire, pas un produit, on va pas aller tomber dans l'éclairage produit qui est beaucoup trop long. Ici, on va se concentrer sur comment déjà on expose une scène. Là, ici, vous voyez qu'on est sur une rimlight en 3/4, presque profil. On va peut-être mettre un petit réflecteur devant, mais on va voir comment est-ce qu'on peut exposer cette scène au mieux avec le matériel qui nous entoure, qui est pas dégueu quand même, faut le dire, mais en éclairage contrôlé, du moins en éclairage artificiel. Et ensuite, on verra ça dehors. Voici la scène comme elle se présente sur un gamma logarithmique. Vous le savez, ou du moins si vous ne le savez pas, vous avez remarqué une différence. En effet, tout est décontrasté, tout est désaturé, puisque le boîtier priorise l'information et non pas la couleur sur un rendu immédiat, mais un travail en post-production sera nécessaire pour retrouver
Et bien, si dans un premier temps le format Rec 709, et puis ensuite, si l'on veut appliquer de la colorimétrie, imaginons avec un LUT, et là, trouver une image correctement exploitable ensuite. Si je tourne dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut observer? On va observer déjà avec un premier outil qui va être indispensable, ça va être la waveform. Qu'est-ce qu'on observe ici? Déjà, un waveform, ça se présente sur différentes barres, ici nommées de 0 jusqu'à 100. Le format, l'unité de mesure, disons, est le IRE, International Radio Emissions, qui date de longtemps, mais on a gardé celui-là, qui correspond à la luminance d'une scène, de 0 tout en bas jusqu'à 100 tout en haut. Un ton de peau bien exploité en cinéma, qui est la référence de l'exposition d'une scène, c'est les teints de peau. Les teints de peau varient entre 65 et 75 dans une scène. Ici, nous sommes un sujet qui est le DJI RS2. Vous pouvez voir que la waveform représente exactement ce que vous avez sur la scène. Si je mets mon doigt ici, vous voyez que mon doigt fait bouger la waveform. Vous avez vraiment la réplique de ce qui se passe. Donc à gauche, c'est ce qui se passe à gauche, et à droite, c'est ce qui se passe à droite, hein, à la différence de l'histogramme. Donc ici, on a sur le Ronin, vous pouvez voir du coup un pic de luminance qui est un peu supérieur, qui va jusqu'à 50. Ici, on est sous-exposé, clairement. On peut le voir aussi grâce à un autre outil qui est l'histogramme. Vous pouvez apercevoir votre histogramme également sur la caméra ici. Vous apercevez que votre histogramme est à fond à gauche, qu'il y a plus de pixels sombres que de pixels éclairés. On est sous-exposé, on va avoir du bruit dans l'image, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'au premier plan, on a un élément noir. On a derrière un élément rouge avec un éclairage qui vient en 3/4 de côté. Vous avez du coup un contraste qui est assez fort entre le sujet et l'arrière-plan, surtout à droite. J'ai fait exprès de mettre du rouge, de garder du rouge ici pour vous montrer cet exemple-là. Ce qui signifie que vous allez avoir du bruit, notamment dans le sujet, et possiblement aussi dans votre fond, votre arrière-plan rouge derrière, puisque la dynamique du capteur du Fuji X-T4 va aller chercher des zones éclairées et des zones sombres pour essayer de rendre la meilleure qualité possible. Alors je ne parle pas de l'optimisation des rendus sur le Fuji X-T4 où on peut optimiser les basses fréquences, on peut optimiser la résolution en faible luminosité, etc. Je parle vraiment de toutes les caméras, c'est similaire à tout le monde. Si vous avez des scènes qui demandent trop de contraste, eh bien votre dynamique, elle va être là, allez, je rame quoi. Je rame pour essayer d'avoir le plus d'informations. Donc le but d'une exposition correcte dans des gammas logarithmiques ou ensuite de rho, ça va être déjà de limiter la casse, ça c'est sûr, sur des boîtiers avec des petites dynamiques qui vont de 5 à 14, ça va être de limiter la casse. Donc ça va être de déjà essayer d'être au maximum un tout petit peu plus surexposé que sous-exposé, évidemment. Vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations en étant un tout petit peu plus surexposé que sous-exp. Comment on fait en lumière artificielle? On augmente l'intensité. C'est tout simple. Ça va. Si j'augmente, je viens de passer à 17% sur le sujet. On va retrouver un petit peu ce qui se passe sur notre moniteur. Vous voyez que notre histogramme déjà revient un petit peu au centre. Hein, c'est le but de l'histogramme, revenir un petit peu au centre pour montrer l'équilibre entre les basses lumières et les hautes lumières sur une scène contrastée. On va retrouver notre waveform qui a une meilleure tronche quand même. On est à un minimum 5 et on monte sur le plan global à quand même presque à 50. Ce qui montre déjà qu'en passant de 4% à 17% sur du 500 watts, on a déjà une exposition un petit peu plus correcte. Si ici on veut avoir un rendu, on va pouvoir regarder notre LUT, moniteur, regarder notre LUT et voir un peu en colorimétrie comment ça se passe. C'est déjà un tout petit peu mieux exposé. La waveform, c'est vraiment quelque chose à respecter pour les tons de peau, principalement. Hein. Et bon, vos sujets en général, ça c'est évident, en généraux. On voit l'histogramme assez facile à utiliser, à gauche, à droite, sous-exposé à gauche, surexposé à droite, on essaie de trouver un équilibre. Si on pousse un tout petit peu plus loin le bouchon, si imaginons qu'on souhaite éclairer, je sais pas moi, le produit de derrière, créer ici un contraste chaud-froid, qu'est-ce que ça nous donne du coup? Déjà, a priori, vous voyez, la waveform, vous voyez, on est sur un sujet qui est exposé à, ça peut monter jusqu'à ici 80, ça va monter jusqu'à 80 quand même. Une scène qui est quand même
peu mieux exposé, hein. Vous voyez aussi sur l'histogramme de la caméra que l'équilibre est bien revenu. Et vous avez du coup l'échelle juste à gauche qui indique que je suis pratiquement à 0, qui est une aide aussi assez intéressante, hein, juste à gauche, qui va nous permettre de gérer son exposition aussi. Dernier outil d'exposition, on va voir les false colors, hein, les fausses couleurs tout simplement. False colors, hop, juste ici. Comment fonctionnent des fausses couleurs? C'est un outil qui est encore plus précis, c'est un peu le step d'au-dessus pour voir quelles sont les zones bien exposées, quelles sont les zones mal exposées dans une scène. Donc on va aller zone par zone. Vous pouvez voir que là, les false colors sont ici. En bas, en violet, c'est ce qu'il y a de sous-exposé. En rouge, en haut, c'est ce qu'il y a de cramé. Normalement, vos tons de peau doivent se situer entre vert, gris et rose, hein, ici. Donc vous le retrouvez ici, entre gris, vert ou rose, on en a. Ça me paraît plutôt pas mal cette histoire. Est-ce qu'on a du rouge? Non. On va retirer la diffusion et on va voir ce que ça fait. On a un Ronin qui est beaucoup trop surexposé, tout est rouge ici, tout ça c'est cramé. Maintenant, chaque scène va devoir être travaillée en lumière pour pouvoir avoir l'équilibre entre la dynamique du boîtier, entre l'esthétisme de l'éclairage du sujet, qui est une formation à part entière et qui est énorme. Tout est une question d'équilibre. Passons maintenant à de l'éclairage naturel. Alors, cette scène avec des chaises ici en noir et puis un fond assez gris, hein. Aujourd'hui il fait assez gris, il est 17 h. On va voir comment ça se passe pour éclairer une scène comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de filtre ND ou pas? Je ne pense pas. Regardez-moi ce beau moniteur, cette waveform. Cette waveform, elle passe au-dessus de 100 au niveau du ciel, hein. Vous voyez qu'au niveau du ciel, ici, on est surexposé. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On baisse un peu le diaph. On va baisser le diaph, on va se laisser une petite latitude, hein, avant d'atteindre les 100 pour pouvoir garder des informations. En basse lumière, ici, on est comment? On est assez bon, hein. On a les infos. On a les infos dans les basses lumières, il ne descend pas trop bas, quoique. Attention, s'il y a un petit coup de soleil et qu'on veut garder peut-être une profondeur de champ assez légère, d'avoir tout le bokeh, toute cette nature dans le bokeh et avoir une petite profondeur de champ, c'est-à-dire ici avoir ma zone de netteté entre 15 et 20 cm max, à 1 mètre de distance. Là, il faut calculer la distance focale de l'objectif, hein, ça c'est propre à chaque objectif. Eh bien, on va rajouter des filtres ND. Les filtres ND vont pouvoir s'appliquer sur votre caméra pour pouvoir garder cette profondeur de champ et avoir ce rendu cinéma. Le rendu cinéma, on va en parler la semaine prochaine dans une prochaine vidéo les amis, parce que c'est hyper important. La profondeur de champ, c'est une chose clé. Une petite profondeur de champ, c'est très cinéma. Et forcément, on utilise des filtres ND pour pouvoir être bien exposé, pour bien exposer son log, son gamma logarithmique et avoir toujours une scène correctement exploitable. Les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris au moins quelque chose aujourd'hui encore une fois. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bon début d'année 2022 avec plein de projets. Bye bye, 再见.